Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce webinaire Appel à projet qu'on organise avec la région Île-de-France et l'ensemble des pôles franciliens. Aujourd'hui, on est ensemble pour une heure et demie de présentation d'appel à projet grand lieu d'innovation et Sésame filière. Ces appels à projets seront présentés par Lucas Verdon et Magdalena Coty. On vous présentera par la suite le processus de labellisation et d'accompagnement par les pôles de compétitivité et ce process sera suivi par la suite par une session questions-réponses. Donc avant de démarrer, quelques petits rappels pratiques sur le déroulé de la session. Donc pour toutes vos questions, merci d'utiliser directement l'onglet questions en bas à droite de l'écran. Pour les échanges entre participants, vous privilégiez plutôt le chat et pour les slides seront disponibles en téléchargement pendant toute la durée du webinaire en faisant un clic droit directement sur la présentation. Et bien évidemment, pour le replay, vous aurez le lien à la fin du webinaire. Donc, je vais laisser tout de suite la parole pour la présentation des appels à projets à Lucas Verdon et Magdalena Coty. Oui, bonjour à tous. Donc ravi d'animer ce webinaire avec Magdalena. Je me présente rapidement. Donc moi, je suis au service filière et innovation à la région Île-de-France. Et donc, je suis sur tous les sujets de lieux d'innovation, c'est-à-dire incubateur, accélérateur, et puis aussi tout ce qui est grand lieu d'innovation, donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et Magdalena, si tu veux te présenter. Oui, bien sûr. Donc, bonjour à toutes et tous. Magdalena Coty, je suis chargée de mission recherche-innovation également au sein de la région et du pôle Trésor. Donc, je m'occupe en particulier des appels qui sont liés aux équipements et aux plateformes technologiques. Donc, que ce soit l'appel Sésame classique, Sésame filière ici, ou également un appel FEDER qui va prochainement sortir. Super. Alors, l'idée pour nous, c'était de vous présenter cette 5e vague parce qu'on est sur un format appel à projet, donc en partenariat État-Région dans le cadre de France 2030 et puis opéré aussi par BPI. Et c'est vrai que voilà, on est à la 5e vague, donc on a à peu près 1 à 2 vagues par an qui sont organisées. Et c'est toujours l'occasion pour nous de vous rappeler un peu quels sont ces 2 appels à projet et puis qu'est-ce qu'on attend comme type de projet, comment candidater pour vous, qu'est-ce que vous pouvez avoir aussi comme financement. Donc on vous présente tout de suite un petit peu ces 2 appels à projet. Sur Grand Lieu d'Innovation et Sésame, on est vraiment sur une approche complémentaire. C'est pour ça qu'on vous les présente aujourd'hui en même temps. Ils s'inscrivent en fait tous les 2 dans le cadre de France 2030 parce qu'ils rejoignent des stratégies régionales, donc les schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, ainsi que le schéma de recherche, d'enseignement supérieur et d'innovation. L'idée de ces 2 appels à projets, donc en lien avec ces stratégies régionales, c'est vraiment de pouvoir structurer et développer des écosystèmes de recherche et d'innovation qui soient compétitifs en Île-de-France. On est vraiment sur un partenariat État-région avec un cofinancement à part égale. Comme je vous le disais, on a des appels à projets qui sont par 1 ou 2 par an. Donc là, on est sur cette 5e vague. Alors sur Grand Lieu d'Innovation, elle clôture le 13 mai. Et sur Sésame filière, vous avez un peu plus de temps et elle conclut le 14 juin. Pour vous présenter rapidement les objectifs de ces 2 appels à projets, comme on vous le disait, c'était de renforcer la compétitivité de nos filières stratégiques. Et donc, l'idée pour nous avec ces lieux-là, parce que c'est vraiment des lieux à chaque fois, que ce soit Sésame ou Grand Lieu d'Innovation, en tout cas des équipements et des bâtiments en physique, c'est d'avoir un effet d'entraînement sur les écosystèmes d'innovation franciliens. Ce qu'on attend aussi, et c'est important de le mettre en valeur, c'est de rappeler que c'est des projets qui doivent avoir une autonomie financière dans le temps, c'est-à-dire que la région et l'État, ils interviennent sur l'amorçage de ces projets-là, le temps qu'ils trouvent leur modèle économique. Mais l'idée, c'est bien justement d'atterrir sur ce modèle économique à moyen terme et de pouvoir être indépendant du soutien public. Les domaines ciblés par les 2 appels à projets, ce sont ce qu'on a appelé nous nos filières stratégiques franciliennes. Vous avez la liste ici. C'est important pour nous que les grands lieux ou les sésames vraiment se positionnent explicitement sur l'une de ces filières en disant finalement à quels besoins de la filière ils vont répondre. Par exemple, il manque des équipements ou des lieux pour prototyper ou pour industrialiser dans telle filière. Il y a tel besoin d'acteurs franciliens. C'est pour ça que vous proposez ce projet de Sésame ou de Grand Lieu d'Innovation.
Je laisse Magdalena maintenant présenter spécifiquement ce qu'attend la AP Sésame Filière. Voilà, donc merci Lucas. En complémentarité de ce que tu viens de proposer, dans le cadre de cet appel Sésame Filière France 2030, donc on est ici à la 5e vague, qui est plutôt orientée vers les laboratoires de recherche académiques. Donc, pour en priorité soutenir des projets de plateformes technologiques qui sont également ouvertes aux PME ETI. Et l'objectif, en fait, de cet appel, c'est vraiment de fédérer, comme son nom l'indique, autour d'une même filière, donc celle que Lucas a présentée à la slide précédente, pour accéder à des moyens de tests, de fabrication, des équipements et également des formations de pointe, qui vont permettre à cet écosystème de tester et d'améliorer les innovations, d'établir des preuves de concept, et puis même d'aller jusqu'à des prototypes, des démonstrateurs à l'échelle industrielle. Donc ça, c'est un type de projet qui est attendu en priorité. Il peut s'agir également de projets intégrés, notamment de R&D, qui vont venir au service de cette filière pour l'aider à passer à la prochaine génération technologique, à se transformer, et est attendu également un effet de structuration autour de cette filière, avec au moins, donc rassemblant ici un établissement de recherche public et une PME ou une ETI. Donc par rapport à des lieux d'innovation, là finalement on retrouve cette notion de rencontre autour de ces équipements, de ces moyens de test, de fabrication qui vont être communs à la filière. D'autres types de projets sont possibles, donc la mise en commun de compétences ou d'équipements techniques qui vont permettre à ces établissements, donc organismes de recherche et d'enseignement supérieur, et à des entreprises de mutualiser leurs travaux de recherche et développer des projets d'intérêt commun, ou encore des outils collaboratifs qui permettent aux entreprises, aux laboratoires publics, dans des domaines variés, de partager d'autres outils qui ici ne sont pas forcément technologiques. Voilà, sachant que comme la priorité est donnée quand même aux 2 premières typologies de projets. Et à préciser aussi que donc si vous allez plus dans le détail de cet appel, 2 types d'annexes financières possibles: filière pure et recherche. Donc, il ne peut pas s'agir ici de projets uniquement de recherche comme d'autres appels à projets. Cet aspect filière, structuration, autour d'une plateforme commune, ouverte aux PME, est vraiment le cœur de l'appel. Sur Grandlieu, là, l'idée, c'est plutôt d'avoir un accompagnement un peu plus aval que ce que fait Sésame, c'est-à-dire que là, nous, on va vraiment viser comme bénéficiaires des acteurs économiques à partir d'équipements qui vont prendre la forme plutôt d'unités industrielles partagées ou de plateformes de services. En fait, ce qu'on attend dans les grands lieux d'innovation, c'est de pouvoir offrir à des acteurs économiques qui n'auraient pas forcément les besoins en propre, parce que ça nécessite des grosses capacités d'investissement, de pouvoir avoir accès justement à des équipements et des compétences techniques, à des méthodes et des outils collaboratifs, tout ce qui va leur permettre en fait, en tant que start-up, en tant que PME innovante, de pouvoir tester, expérimenter, passer à l'échelle, industrialiser. Et donc en fait, très concrètement, les grands lieux d'innovation qu'on soutient, ça va prendre la forme de Fab Lab, de démonstrateurs industriels, de plateformes de R&D appliquées. Ça peut être aussi des sites d'essai et d'expérimentation. Par exemple, dans l'aéronautique, ça peut être un banc d'essai ouvert ou une unité industrielle pilote. Et puis après, de manière plus large aussi, tout ce qui est incubateur, accélérateur ou lieu d'open innovation, ça rentre dans cette définition d'un grand lieu qui offre des espaces et des équipements pour aider les acteurs économiques à gagner en innovation et en compétitivité. Le public cible, il est différent du coup sur Grandlieu et sur Sésame. Donc sur Grandlieu, on l'a dit, c'est prioritairement les entreprises, ou en tout cas toute structure qui va fédérer des entreprises ou tout acteur économique qui va être ciblé. C'est-à-dire que éventuellement, ça peut être un projet porté par un organisme de recherche ou une université, mais c'est vrai que nous, le bénéficiaire cible final, c'est vraiment l'entreprise, et donc principalement les projets qu'on a soutenus jusqu'ici étaient portés par un acteur économique. Donc pour Donc pour le Sésame Filière, pour l'appel Sésame Filière, on a toujours un porteur de projet unique qui doit être bien sûr implanté sur le territoire francilien, prioritairement un établissement de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qui peut
aussi éventuellement être une PME ou une ETI, sous réserve que sa gouvernance associe étroitement de tels établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et dans tous les cas, le déposant doit faire montre d'une capacité financière suffisante pour la mise en œuvre du projet. Donc, quand on dit localisé en Île-de-France, c'est soit au titre du siège social, soit un établissement secondaire qui réalise sa R&D, notamment pour cette possibilité d'entreprise qui répondrait avec une gouvernance associant les établissements ESR. Hop, je te laisse aussi présenter un peu les lauréats Sésame. Oui, voilà. Donc, pour vous aider à vous projeter dans quelques exemples de projets, voici les lauréats de la dernière vague, donc qui ont été annoncés la semaine dernière lors d'un événement qui s'est tenu à la région et dédié à l'équipement scientifique. Donc, il y a eu 3 lauréats sur la vague précédente, 2 pour la filière santé. Donc, Autonomia, porté par Sorbonne Université, qui propose des espaces de vie reconstitués où on peut, donc pour la filière santé, mais en particulier pour la prévention et des solutions pour le handicap, que ce soit une perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap. Donc, ces espaces de vie reconstitués vont permettre de co-créer et d'évaluer sur le terrain, dans des conditions quasi réelles, les solutions qui sont développées. Donc, ça peut être à plein de niveaux de briques technologiques, ça peut être des logiciels, des accessoires, voilà, il y a des capteurs, vraiment une diversité de solutions autour de cette filière. Je finis sur la filière santé avec le projet Malik, porté par la Fondation Hôpital Saint-Joseph, qui est un tiers-lieu d'expérimentation qui va rassembler des médecins et des ingénieurs pour accélérer un cycle plus court de conception, développement et évaluation de dispositifs médicaux en prenant en compte la partie éco-conception. Et enfin, sur la filière, cette fois-ci, aéronautique, spatiale et défense, EPROM 2025, qui est portée par l'École nationale supérieure des mines de Paris, qui propose de la fabrication additive métallique par une nouvelle technique, laser fill, qui n'existe pas encore sur le territoire francilien à l'échelle industrielle et qui va permettre de réaliser des petites pièces pour cette filière à haute valeur ajoutée en ayant une approche santé-matière, c'est-à-dire en optimisant la fabrication et les caractéristiques des matériaux obtenus. Vous pouvez également rechercher, voilà, tout ceci est publiquement accessible en ligne. Les lauréats des vagues précédentes, il y en a eu par exemple dans le domaine agroalimentaire, microélectronique, donc c'est assez diversifié sous réserve que ça vienne appuyer une des filières citées. Sur Grandlieu, moi je voulais vous présenter un seul exemple, mais qui est vraiment représentatif de ce qu'on attend comme projet. C'est un projet lauréat de la deuxième vague qui s'appelle InnoBSM et qui était porté par une société du groupe Deon, donc une ETI, Inventec, et qui permet en fait en Île-de-France d'ouvrir une ligne ouverte d'assemblage électronique qui va permettre à tous les acteurs de la filière électronique de pouvoir avoir accès à cette ligne d'assemblage et donc de pouvoir tester, de mettre en œuvre pas mal de nouveaux produits éco-conçus et à haute valeur ajoutée. L'intérêt de ce projet pour nous, c'est qu'il représente bien tout ce qu'on attend d'un grand lieu, c'est-à-dire qu'on a un acteur expert positionné sur une filière donnée, qui a un équipement différenciant ou qui a un projet en tout cas de lieu ou d'équipement différenciant et qui décide de l'ouvrir à l'extérieur aux autres acteurs de la filière pour leur permettre justement d'avoir accès à des équipements différenciants et qui sont pas faciles à avoir en propre. Quand vous êtes un jeune acteur de la filière électronique, c'est difficile parfois de pouvoir monter votre propre ligne d'assemblage électronique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc du coup, qu'en plus des équipements, le projet il proposait que les équipes d'Inventec puissent accompagner les utilisateurs de la ligne sur justement l'utilisation, le test de différents POC, de cas d'usage. Donc il y a un équipement, il y a un lieu et puis il y a aussi des expertises. Et donc là, on est vraiment sur un peu l'exemple type d'un grand lieu d'innovation. Il y a en plus, et ça nous fait plaisir à la région, un côté à la fois industriel et puis aussi un côté décarbonation, puisque l'idée de cette ligne ouverte, c'est aussi de tester des produits éco-conçus ou en tout cas à moindre impact environnemental. Donc là, vous avez vraiment l'exemple type d'un projet qui a de fortes chances d'être lauréat. Sur justement le fait d'être lauréat, qu'est-ce que ça apporte d'être lauréat? Sur Grandlieu et sur Sésame, c'est bien sûr un soutien financier. Sur Grandlieu d'innovation, on va être sur une aide qui peut couvrir jusqu'à 50% des dépenses qui sont éligibles. Il faut que ces dépenses éligibles-là, elles soient supérieures à 1 million d'euros, c'est-à-dire qu'on attend des projets quand même d'envergure.
et on pourra monter maximum jusqu'à 2 millions d'euros. L'aide apportée, donc elle est mi-État, mi-région, et elle est à moitié sous forme de subvention, à moitié sous forme d'avance récupérable. Donc très concrètement, il faut que tous les projets dépassent les 1 million de dépenses éligibles, et après, nous, on viendra maximum ou pas à hauteur de 50%. Donc typiquement, un projet à 5 millions de dépenses ne pourra pas avoir, à l'inverse, plus de 2 millions. Là-dessus, il y a un peu des questions sur ces seuils-là, nous, on est disponible aussi pour répondre à ça. Et je laisse Magdalena présenter Sésame parce qu'il faut bien prendre en compte la différence aussi de financement entre les deux. Oui, pardon, j'ai eu un petit problème de connexion à l'instant. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Donc pour Sésame filière, on est à peu près sur des enveloppes un peu similaires. Donc l'ensemble des dépenses éligibles, qu'on vous présentera juste après, doivent être compris entre 1 et 5 millions d'euros. Bon, bien sûr, ça peut être... enfin, voilà. C'est à partir de 1 million d'euros, typiquement de 5 millions d'euros si on veut atteindre le maximum de subventions atteignable, donc une aide qui va couvrir au maximum 50% des dépenses éligibles, jusqu'à 2,5 millions pour des assiettes de 5 millions. Des assiettes supérieures peuvent être présentées, mais dans ce cas-là, comme pour le grand lieu d'innovation, le montant de l'aide ne pourra pas dépasser 2,5 millions. Donc c'est une aide qui est 100% sous forme de subvention, pardon. Donc 100% de subvention. Et il faut savoir que sur la précédente version du Sésame filière, qui était au titre du PIA3 régionalisé, on était plutôt sous des modalités similaires à grand lieu d'innovation, où il y avait 50% de cette aide apportée sous forme de subvention et 50% sous forme d'avance récupérable. Et depuis France 2030, on est revenu sous un format où on est 100% sous forme de subvention. Sur justement ces fameuses dépenses éligibles, on vous disait qu'il faut un certain montant de dépenses éligibles. Il y a pas mal de critères à prendre en compte. Donc pour justement les dépenses Sésame filière, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, il y a 2 types d'annexes financières, sachant que la partie filière est obligatoire et il peut y avoir en plus une composante R&D si on a un projet de R&D intégré. Donc ce qui est particulièrement intéressant aussi dans ces appels, c'est que sur tout ce qui est investissement matériel, équipement et autres, on peut valoriser le coût d'acquisition hors taxe. Donc à l'achat, on n'est pas sur un modèle en tout cas pas limité à un modèle d'amortissement qui est plutôt dans la partie R&D. Donc il y a cet aspect investissement matériel, achat des équipements. Vous pouvez également valoriser des dépenses d'aménagement des locaux pour l'installation de ces équipements, typiquement. Des dépenses de personnel, donc notamment ceux qui animent et qui gèrent la plateforme, par exemple pour l'accueil d'entreprise ou autre, et puis associer justement à cette animation, cette structuration de la filière, des dépenses de marketing, business, des salons, missions diverses. Donc ça, c'était pour la composante filière, structuration et animation de la plateforme. Et vous avez, comme je disais, potentiellement, si vous avez présenté également une composante R&D dans le projet. Alors, il faut voir ça comme 2 annexes financières différentes mais complémentaires où vous ne pouvez pas présenter des dépenses à la fois des 2 côtés. Il faut vraiment répartir. C'est presque comme 2 sous-projets en termes d'annexes financières. Donc, dans la composante R&D, vous pouvez inclure des salaires de personnel scientifique et technique, avec en plus 20% de frais généraux associés, des achats de consommables pour la mise en œuvre de cet aspect plus R&D, des prestations externes et de sous-traitance. Et pour revenir sur l'aspect investissement, achat d'équipements, vous pouvez amortir certains équipements sous réserve que ceux-ci n'aient pas été acquis il y a trop longtemps, donc c'est limité à 1 an avant la clôture de l'appel, et bien sûr au prorata de l'utilisation de ces équipements pour le projet, et puis également des investissements non récupérables, par exemple des lignes pilotes dédiées qui ne pourraient pas être utilisées pour autre chose, également pour leur coût d'acquisition hors taxe. Donc sur l'ensemble de ces dépenses, vous avez aussi une limite pour chaque annexe. Il faut que les dépenses de personnel titulaire ne représentent pas plus de 30% des dépenses éligibles. Donc, comme on l'a dit précédemment, on est sur des montants de dépenses éligibles entre 1 million et 5 millions.
sachant qu'il peut y avoir, suite au dépôt, voilà, on est parfois amené à retravailler les assiettes de dépenses en fonction de ce qui est retenu comme éligible ou pas. Ce sont des projets qui sont sur une durée de 3 ans maximum, et donc sur le montant qui est présenté sur les assiettes de dépenses éligibles, l'intervention, l'aide qui est apportée est de 50% maximum, donc ça comprend la subvention État et la subvention région, soit 2,5 millions maximum par projet. Merci. Sur le sujet grand lieu d'innovation, là on va avoir des dépenses éligibles d'investissement classiques, donc traditionnels, ce qui recouvre à la fois des prestations d'études, de l'aménagement de locaux, tout ce qui va être aussi investissement matériel et immatériel, donc l'achat justement de ces équipements, de ces machines, logiciels ou solutions digitales pour soit utiliser ces machines, en tout cas les logiciels ad hoc. Et puis après, de manière un peu plus originale, on aura aussi des frais d'interne ou d'animation, maximum à hauteur de 15% de l'assiette éligible. Là, l'idée, c'est vraiment pour nous de ne pas financer du personnel ou du fonctionnement du lieu, mais c'est vrai qu'on est conscient que pour un tel type de lieu, qui nécessite d'accueillir des extérieurs, de créer de l'animation, de gérer des prestats et des offres de services, il faut qu'il y ait des personnes dédiées. Alors voilà, c'est sur la durée du projet. Il faudra que le modèle économique y prenne en compte aussi la manière de financer après ces personnes-là. Et donc là, vous avez le gros des dépenses éligibles, des travaux, des aménagements, des équipements et à la marge du personnel pour animer. Sur les montants minimaux, comme on le disait, il faut un projet avec minimum 1 million d'euros de dépenses de ce type-là. Et nous, on viendra maximum à 50% de ces dépenses-là. Sur le calendrier, les processus de sélection et tout ce qui est critères, comme je vous le disais, nous, on est dans le cadre d'un appel à projet régionalisé de France 2030. Donc, en fait, il s'agit d'abord de passer l'étape BPI, c'est-à-dire que BPI, notre partenaire, pour étudier la recevabilité du dossier et une analyse notamment sur la solidité financière du répondant. Ensuite, en tant que jury, donc jury BPI, région et État, on va auditionner, en tout cas, on va d'abord regarder les projets entre nous sur la base de tous les critères qu'on vous a évoqués. Et puis, éventuellement, on peut aussi organiser des auditions qui ne préjugent en rien du résultat final, d'ailleurs, pour vous demander des précisions sur le projet. Ensuite, on va élaborer une proposition de montant de soutien qui n'est pas toujours celle qui est demandée. Et puis le SGPI validera définitivement tous ces arbitrages-là. Et ensuite s'ensuit la news que vous êtes pris, puis la contractualisation avec BPI. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a quand même des critères de recevabilité qui sont un peu la base avant de se lancer dans la candidature. Il faut vraiment déjà déposer un dossier qui soit complètement complet. C'est-à-dire qu'on a un cahier des charges qui précise bien toutes les pièces attendues. C'est important d'avoir l'ensemble des pièces. Et puis, il faut bien respecter ces histoires de seuil, de dépenses éligibles. Il faut aussi vérifier que vous-même, en tant que structure, vous êtes bien la cible de l'AAP. Comme je vous l'ai dit, par exemple, sur Grand Lieu d'Innovation, si vous êtes un établissement d'enseignement supérieur et recherche, bon, a priori, c'est pas la cible. Et si vous voulez absolument déposer, il faut vraiment nous montrer que vos bénéficiaires seront des entreprises. Et puis, il y a toujours ce critère, nous, de la solidité financière au niveau des structures et des projets qui sont en mesure de porter ces ambitions-là sur le long terme. Donc, c'est vraiment ça aussi que BPI va regarder en préambule. Sur les critères d'évaluation, on a à peu près les mêmes côté Sésame ou Grand Lieu d'Innovation. On n'a pas le même degré d'importance selon chacun. Et j'ai envie de dire, tous ces critères-là, donc le positionnement stratégique, la qualité scientifique du projet, la connaissance du marché et de la concurrence sur le sujet, et puis tout ce qui va être modèle éco, gouvernance, stratégie de diffusion et de valorisation, tout ça, on va le regarder avec attention. Bien sûr, Sésame regardera peut-être plus la qualité scientifique et la qualité de la stratégie de diffusion et de valorisation des recherches. Côté Grand Lieu, on va peut-être plus s'attacher aux créations d'emplois envisagées ou en tout cas à l'atout que ça peut apporter au tissu industriel francilien. Et globalement, c'est un ensemble de critères qu'on regarde. Et puis bien évidemment, en creux dans notre stratégie régionale, il y a bien sûr la contribution à la transition écologique et énergétique. Donc c'est important d'avoir des projets qui, d'une manière ou d'une autre, y contribuent dans la mesure du possible, bien sûr.
Sur le calendrier, ce qu'on vous disait, c'est que donc on n'a pas les mêmes calendriers. Il faut retenir que Grandlieu, ça finit le 13 mai 2024 et Sésame Filière le 14 juin. Sur la décision, comme on vous le disait, on est sur un calendrier qui va courir sur un délai maximum de 3 mois après le dépôt du dossier. Et si jamais vous déposez et que vous n'avez pas de nouvelles, il ne faut pas hésiter à nous relancer. Et je crois que Magdalena, il y a une petite particularité aussi sur les représentants d'établissements d'enseignement supérieur. Oui, tout à fait. Donc, il y a une fiche de demande d'aide qui est assignée et il y a certains documents administratifs supplémentaires, on va dire, en tout cas spécifiques à cet appel, qui devront être fournis pour confirmer l'engagement sur la durée du projet. On vous remet ici le planning, du coup, sur Grandlieu et Sésame. Les 2 AAP sont ouverts. On vous a rappelé aussi les différentes dates de clôture. Il y a le calendrier prévisionnel d'expertise, d'instruction, d'audition, et ce qu'on espère et ce qu'il y aura comme date de décision et de contractualisation. Voilà. Donc les contacts sur Sésame, ça sera bien sûr Magdalena, sur Grandlieu, ça sera moi-même. Faut pas hésiter aussi à consulter les 2 sites iDouane là-dessus. Et puis bien sûr, les pôles restent aussi vos référents pour répondre à vos questions ou vous mettre en relation avec nous sur des questions spécifiques. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer tout de suite à la deuxième partie. Je vais vous présenter avec mon collègue Vincent Lapaduargue de Finance Innovation le processus d'accompagnement et de labellisation par les pôles. Donc, pour bénéficier d'une expertise et d'accompagnement sur un projet d'innovation et sur ces projets-là, Grandlieu et Sésame, vous pouvez vous appuyer sur l'expertise de plusieurs pôles sur des thématiques pluridisciplinaires qui va vous permettre d'améliorer vos propositions de projet et aussi augmenter via ce process vos chances de réussite à ces appels à projets. Donc les pôles organisent tout au long de l'année des ateliers d'émergence de projets, des webinaires aussi de veille sur les appels, sur les aides, sur tous les guichets qui financent l'innovation et qui peuvent être un levier pour financer vos projets. On vous accompagne également sur les recherches de partenaires, des partenaires au niveau national, mais aussi des mises en relation avec des clusters européens. Le processus de labellisation consiste à vous accompagner de l'idée du projet, sa maturation jusqu'au dépôt. Donc, on va évaluer la faisabilité du projet, ses objectifs, son niveau de maturité technologique. On va aussi vous challenger sur vous, le consortium du projet, sur l'identification de marchés visés, sur la valorisation des résultats et des retombées via la protection de la propriété intellectuelle et bien sûr des critères qui sont aujourd'hui très importants, qui sont l'impact environnemental que le projet peut avoir et tous les critères de transition écologique et de décarbonation qui peuvent aussi être très différenciants dans l'analyse et l'évaluation de votre projet. Je te laisse la parole, Vincent, pour la suite. Bonjour, donc Vincent Lapaduargue, vous m'entendez bien? Avec mes micros. Très bien. Merci. Donc du pôle finance innovation, donc je m'occupe de l'accompagnement R&D. Une des composantes des pôles de compétitivité, c'est la collaboration avec les porteurs de projets, toujours dans un cadre de confidentialité. Nous sommes assujettis à des chartes de déontologie, nous, en tant que personnel des pôles, et bien évidemment aussi les experts et les participants au comité d'instruction et de labellisation des projets. Dans ce cadre-là, donc, vous pouvez demander la liste des experts, demander au sens validé avec les pôles l'opportunité qu'un expert ou un autre soit mandaté sur votre accompagnement, demander des restrictions de diffusion également quand on est sur des projets, je dirais, avec des TRL assez bas et assez sensibles. Ce que les pôles permettent aussi, c'est de protéger vos innovations.
avec de l'accompagnement, du conseil et pour certains pôles des partenaires, et de trouver le juste équilibre entre l'information que vous communiquez pour évaluer le projet et la confidentialité du projet que vous envisagez de mener. Et bien évidemment, nous ne communiquons pas les informations relatives au projet sans l'accord des porteurs. Donc, alors je dirais, c'est de façon un peu plus large, hein, c'est pour Grand Lieu d'Innovation, pour Sésame, pour Innov, Idemo, enfin pour les différents guichets sur lesquels nous accompagnons les sociétés et les porteurs de projets et membres de consortium, que ce soit des projets français, enfin régionaux, nationaux ou européens. Donc, j'ai accès au déroulé des slides? Non. Oui. Si. Ah, pardon. Autant pour moi. Donc, l'objectif aussi, c'est de contacter le pôle le plus en amont possible, parce que l'élaboration d'un consortium, on l'a vu, prend souvent du temps. Parfois, la phase d'idéation et de construction du consortium va amener les porteurs ou les partenaires du projet à réfléchir à des fonctionnalités ou à des tâches qui pourraient être exécutées pour d'autres partenaires. Donc, ce processus, 1 mois et demi pour être confortable, ça peut parfois être plus long et faire l'objet alors pas forcément d'un remaniement, mais d'une restructuration, oui, voilà, restructuration, amélioration, élargissement du scope en tant que tel, d'action ou de contributeurs. Donc l'idée, c'est de contacter les pôles le plus en amont possible du dépôt, dans la mesure où plus on vous accompagne tôt, meilleur est l'accompagnement. Même si d'une certaine façon le projet n'est pas mature, effectivement, parce que c'est aussi notre rôle de faire de la veille sur les différentes, enfin sur nos industries. Là, en l'occurrence, pour nous, c'est la finance au sens large et non pas le financement de l'innovation. Donc c'est vraiment l'industrie financière. Et on peut vous accompagner sur la veille, l'existant, la complétude de l'état de l'art, de manière à ce que l'accompagnement soit le meilleur possible. Et donc je me répète un petit peu, mais le plus en amont possible, afin de vous accompagner au mieux tout au long de la candidature, de la conception au dépôt, puis par la suite avec notre rôle, le rôle d'accompagnement des pôles de compétitivité. Voilà. Merci Soumaya. Merci Vincent. On va n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le process d'accompagnement. Est-ce qu'un projet peut être soutenu par plusieurs pôles de la région Île-de-France? Oui, tout à fait. Il peut être soutenu par plusieurs pôles tout court, hein, de l'Île-de-France ou hors Île-de-France. Donc, on est complémentaires, on n'est pas sur les mêmes thématiques. Donc, quand un projet est pluridisciplinaire, on va chercher toutes les compétences autour pour bien l'expertiser. Et on va passer à l'étape suivante. Vous avez sur ces slides tous les contacts des pôles. Et on va passer avec Denisa et Arthur à la session questions-réponses. Et je vais inviter Magdalena Coutier et Luc Enverdon à nous rejoindre sur scène. Super, merci beaucoup Soumaya. On va commencer par la session de questions-réponses. La première question qu'on a dans l'onglet questions, donc c'est: est-ce que les institutions pour la transition énergétique, donc ITE de l'ANR, sont éligibles à l'appel à projet Sésame filière, ou est-ce que c'est réservé uniquement aux laboratoires académiques? Oui, tout à fait. Donc, je vous confirme que les ITE peuvent postuler à l'appel Sésame filière France 2030. Donc, puisque, comme indiqué, ce sont des organismes qui notamment ont des acteurs de l'ESR qui sont impliqués dans leur gouvernance, et notamment en mettant bien en évidence par rapport au projet de création de l'ITE lui-même, quelle va être la valeur ajoutée, les aspects différenciants qui seront présents au travers du Sésame filière. Voilà, faut bien montrer la plus-value qu'apportera ce soutien. J'ajoute aussi que les ITE peuvent être éligibles sur Grand Lieu d'Innovation, et on a par exemple l'IPVF qui a été lauréat d'une des vagues de l'appel à projet, donc l'IPVF, l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France. Et pour compléter aussi, par exemple, sur les IRT, qui sont les instituts de recherche technologique, ils peuvent également candidater.
Merci pour cette réponse. Donc on a une deuxième question. Est-ce qu'un lieu d'expérimentation soutenu peut être ouvert au public? Par exemple, pour préciser sa question, donc cette personne demande tester un produit innovant technologique directement auprès du public utilisateur final. Alors, donc je pense que la question s'adresse à la fois aux 2 appels à projets. Donc je vais peut-être commencer par répondre pour Sésame Filière et puis je laisserai Lucas compléter pour Grand Lieu d'innovation. Donc en tout cas, oui, sur les plateformes technologiques qui peuvent être soutenues au travers de Sésame Filière, il peut y avoir bien sûr des tests auprès du grand public, ça dépend des filières. Pour l'exemple lauréat Autonomia qu'on a cité, il y a bien sûr des personnes qui sont en perte d'autonomie qui viennent directement tester les solutions sur site. Donc oui, c'est tout à fait possible. Sur Grand Lieu également, mais c'est pas la priorité. C'est additif sur le projet. Le public bénéficiaire principal, c'est d'abord des acteurs économiques. Après, s'il y a une dimension Living Lab ou créer ou tester auprès du public, pourquoi pas. Mais le bénéficiaire principal reste quand même l'acteur économique, donc start-up, PME innovante ou autre. Voilà, et c'est également le cas pour Sésame Filière. C'est possible, mais c'est pas une finalité en soi. Super, merci beaucoup. On a une question un petit peu plus pratico-pratique. Donc, quel est le temps classique d'instruction pour évaluer la date de démarrage possible en cas de sélection du dossier? Alors, sur les 2 appels à projet, on donne 3 mois pile entre la clôture de l'appel à projet et la contractualisation. Ça peut être un peu plus court, un peu plus long, mais c'est globalement, nous, le temps qu'on se fixe. Donc, il faut compter 3 mois, sachant que les dépenses sont éligibles à la date de dépôt du dossier, on va plutôt dire même à la date de clôture de la vague de candidature. Donc, par exemple, pour Grand Lieu, si vous déposez un projet dont les premières dépenses ont lieu en juin, elles pourront, si le Grand Lieu est lauréat, être éligibles. Il y a une sorte de mini rétroactivité, en tout cas sur Grand Lieu, sur les dépenses qui auront été engagées entre le dépôt et la décision, mais pas avant. Voilà, bah c'est le cas par exemple sur la diapositive qu'on vous a présentée pour les dépenses éligibles au Sésame Filière sur ce qui est l'équipement, donc le coût d'acquisition des équipements hors taxe est pris en compte sous réserve que l'achat ait lieu après la date de clôture. De même pour l'amortissement d'équipements qui auraient déjà été acquis, c'est dans une durée d'1 an maximum à compter de la date de clôture. C'est aussi pour des raisons d'incitativité. Merci à vous deux. Donc on va continuer. Alors on a une autre question qui s'adresse plutôt à l'appel à projet Sésame. Donc la question est quelles sont les différences entre Sésame Filière et Sésame Équipement et plateformes scientifiques et technologiques? D'accord. Alors je profite de cette question pour signaler que l'appel Sésame Équipement et plateformes technologiques est ouvert en parallèle depuis la semaine dernière et jusqu'au 3 juin. Donc cet appel Sésame Équipement et plateformes technologiques existe depuis beaucoup plus longtemps, maintenant une 30aine d'années, donc il est assez connu dans la communauté scientifique. Il permet de prendre en compte uniquement le coût d'achat d'équipements qui sont donc sur des assiettes entre 200 000 € et 300 000 €, avec une subvention jusqu'à 66% de ce montant. Par contre, vous n'avez pas de frais de personnel, de fonctionnement et autres, ni même des travaux d'aménagement comme ça a été décrit ici pour Sésame Filière. Donc ça, c'est, on va dire, plus sur le volet financier. Ensuite, sur la finalité, l'appel Sésame équipement et plateformes scientifiques et technologiques, que j'appelle Sésame classique par raccourci. Donc Sésame, il est destiné plutôt aux laboratoires académiques, alors certes avec une ouverture vers les PME, mais sur un volet, on va dire, plus amont, et puis également sans forcément cette volonté de structuration de la filière. On est plutôt ici sur une approche, on va dire, top-down, bottom-up sur le Sésame classique et top-down par rapport aux besoins industriels sur le Sésame Filière. Également sur le Sésame classique, on n'est pas dans une notion projet puisque la finalité c'est l'acquisition de l'équipement. Donc on n'est pas sur une durée par exemple de 3 ans. On est sur la durée de la convention pour la caducité de la subvention.
Donc il n'y a pas cette notion voilà, de projet. Bien sûr, il faut aussi qu'il y ait un effet structurant, alors pas sur la filière, mais sur la communauté scientifique, que ce soit ouvert à plusieurs équipes de recherche, par exemple. Et ce qui est important de préciser aussi sur cet appel, c'est qu'il se fait par complémentarité au domaine de recherche et d'innovation majeure, à d'autres choses que la région finance, comme également le Génopole ou des financements au titre du contrat plan État-région, pour la première fois où vous avez un volet scientifique sur cette programmation. Donc le Sésame vient compléter cette partie-là. Et donc, par exemple, un projet qui aurait été soumis une demande d'achat d'équipement qui aurait été soumise via un domaine de recherche et d'innovation majeure ne pourrait pas être soumis au Sésame. Autre et dernier point pour finir sur le Sésame classique, vous avez aussi un quota de dépôt puisque ça se fait via les regroupements universitaires ou les conventions de coordination territoriale où il y a maximum 8 dossiers qui peuvent être soumis pour chacun de ces regroupements ou conventions. Ou alors pour les établissements qui sont hors de ces conventions, ils peuvent soumettre un seul dossier. Voilà, j'espère avoir répondu à la majorité des points soulevés. N'hésitez pas si vous souhaitez des précisions supplémentaires. Super, merci beaucoup. Lucas Verdon a déjà répondu à la prochaine question, mais je ne sais pas si vous voulez peut-être apporter des précisions ou alors un exemple que vous avez en tête. Mais est-ce qu'un projet peut être soutenu par plusieurs pôles de la région Île-de-France? Donc ça, la réponse est oui. Mais voilà, est-ce que vous voulez apporter des précisions peut-être sur cette question? Pôle, quand c'est pôle de compétitivité, c'est ça? Oui, j'imagine. Ouais, oui, on a, alors j'ai pas de noms en tête, mais oui, c'est fréquent. Par exemple, on peut avoir un projet, je sais pas, par exemple, Deep Tech dans l'aéronautique, qui peut être soutenu à la fois par Aztec et par Systématique, par exemple. En plus, nous, de notre côté, quand les projets, ce qu'on disait, c'est qu'il faut que ces projets, notamment Grandlieu, aient un impact sur l'écosystème francilien. C'est bien de nous démontrer qu'ils sont inscrits dans cet écosystème-là. Et c'est vrai que nous, d'avoir un soutien ou une labellisation par un ou plusieurs pôles de compétitivité, c'est gage d'ancrage et de sérieux, puisqu'on se dit que le projet est en lien avec les acteurs qui sont déjà bien implantés. Donc c'est vrai que d'ailleurs, si vous déposez un dossier, il faut absolument en parler à votre pôle ou aux pôles qui sont sur vos sujets-là, parce que nous, c'est autant de gages de sérieux et de projets, on va dire, en lien avec les acteurs de la filière. Ouais. Peut-être pour compléter, c'est vrai que donc voilà, je vois qu'il y a des questions sur comment savoir à quel pôle de compétitivité un projet doit se rattacher. Ça dépend plus ou moins de l'aspect principal de votre projet, mais après vous pouvez être donc labellisé par plusieurs pôles. Mais si par exemple vous avez un projet qui porte plutôt sur les thématiques de la santé et de la médecine, ce sera plutôt vers Médicine qu'il faudra se tourner. Pour des projets plutôt sur l'aviation, ce sera plutôt vers Aztec, enfin, etc. Voilà, c'est en fonction de la thématique, le cœur du projet, quelle est sa thématique cœur, et en fonction de ça, voilà, de vous rapprocher du pôle correspondant. Ensuite, je vois une autre question donc dans le chat. Quels sont les taux de sélectivité pour les 2 appels à projets présentés? Alors, sur Grand Lieu d'innovation, on est sur un taux de sélectivité entre 30 et 50%. Ça dépend vraiment des vagues. Pour vous dire, en général, par vague, il y a entre 1 et 2 lauréats pour entre 5 et 8 projets déposés. Donc, ça dépend vraiment. Il y a que c'est 30 à 50%. J'ai envie de dire, si déjà vous déposez un dossier, la première barrière, ça va être l'étude par BPI. Et le second sujet, ça va être que votre projet soit vraiment dans la philosophie Grandlieu, chose assez fréquente. On peut avoir des projets qui déposent à Grandlieu et qui sont en fait plutôt des sésames et vice-versa. Donc, faut pas hésiter aussi à interagir avec les pôles qui pourront vous mettre en relation avec nous là-dessus. Mais donc, 30 à 50% sur Grandlieu d'innovation. Ouais. Alors, sur Sésame filière, c'est également très dépendant des vagues. Donc il y a à peu près un tiers, je dirais, en moyenne de projets qui sont retenus. On a eu le cas exceptionnel d'une vague où, peut-être pour des raisons de calendrier, il y a eu 2 projets parmi 3 qui ont été retenus. Donc c'est pour donner les ordres de grandeur. Je pense que sur le nombre de lauréats par vague, on était à peu près entre 2 et 6 projets. Après, bien sûr, ça dépend
puisqu'on a une enveloppe globale à attribuer, des demandes de subventions. Est-ce qu'on est sur plusieurs très gros projets? Sur les exemples qui ont été cités là pour la dernière vague, il y a eu au total 5 millions de subventions qui ont été attribuées pour ces 3 projets. Donc 2 projets à 1 million, 2 projets à 2 millions, pardon, et un à 1 million. Et peut-être pour préciser aussi que sur certains des projets retenus, on est sur des resoumissions d'une vague à l'autre. Très bien, merci beaucoup. On a encore une question qui est: quelle est la durée moyenne du processus de sélection et d'évaluation? Alors, Lucas a présenté les grandes lignes tout à l'heure. Donc, il y a cette première phase d'éligibilité d'études par BPI. Ensuite, il y a potentiellement aussi la possibilité de faire des auditions pour confirmer ou infirmer certains projets. Donc, c'est prévu dans le processus. Et après, ensuite, il y a une décision qui est faite, un comité de sélection. Je dirais qu'on est à peu près sur quelques mois. Donc, typiquement sur la relève pour la dernière vague de Sésame Filière et également de Grand Lieu d'Innovation, on était sur une relève fin octobre. Et en tout cas, pour Sésame Filière, on était sur des résultats officieux, on va dire, au mois de février, qui ont été officialisés en mars. Pour vous donner la temporalité, donc on est à peu près à 4-5 mois. Tu veux compléter, toi? Non, c'est exactement ça, ouais. Très clair. Merci. Peut-être une autre question. Je crois qu'on vient à bout des questions dans la partie questions-réponses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Mais peut-être une autre question en attendant. Est-ce que vous pouvez revenir sur les taux de financement pour les entreprises? Oui, absolument. Alors déjà, toutes les typologies d'entreprises sont éligibles, même les grands groupes, dans la mesure où ils ont la capacité financière nécessaire pour porter le projet. Ensuite, sur les taux de financement, ça va être jusqu'à 50% maximum des dépenses éligibles du projet. On finance du coup le répondant, donc il y a un seul répondant unique. Il peut y avoir une logique de consortium ou de partenaire, mais nous, les fonds n'iront qu'à un seul bénéficiaire direct. Et ce bénéficiaire-là direct touchera des fonds au regard d'un projet, donc de dépenses éligibles prévues. Et sur ces dépenses éligibles-là, sur Grand Lieu d'Innovation et sur Sésame d'ailleurs, c'est 50% de ces dépenses éligibles-là. Donc très concrètement, vous êtes une entreprise, vous avez un projet de Grand Lieu d'Innovation à hauteur d'1 million d'euros. Donc ça passe la barre d'éligibilité. Sur ces 1 million d'euros-là, il n'y a que 500 000 euros qui pourront être financés par la région et par l'État, 500 000 euros au maximum. Donc, il y aura un reste à charge pour vous de minimum 50%. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, merci, c'est très clair. Oui, ça répond à la question. Et pour peut-être compléter, quel est le budget global moyen, du coup, par projet, pour revenir aussi également sur cet aspect-là? Ouais, donc le budget global sur Grand Lieu doit être minimum de 1 million de dépenses éligibles. Donc votre projet, même si votre projet est à 1 million mais qu'il n'y a que 800 000 euros qui sont des dépenses d'investissement, ça ne sera pas éligible. Donc il faut 1 million de dépenses éligibles dans le projet global. Il n'y a pas de limite à l'inverse sur le montant max. Et pour vous donner une idée, les budgets moyens qu'on a dans les dossiers oscillent entre 2 et 4 millions d'euros. Globalement, c'est un peu la volumétrie des projets. On a pu avoir à l'inverse des projets avec 1 million de budget, mais globalement, c'est plutôt 1,5 million, 2 millions, 3,5. Alors, sur Sésame Filière, c'est assez comparable. Donc, on est également sur un minimum d'1 million de dépenses éligibles. Après, la diversité des dépenses qui sont possibles, comme on l'a vu avec du personnel, de l'équipement, communication, prestations, plein de... Voilà, cette diversité de dépenses, on arrive très souvent à un minimum de 2 millions pour les plus petits projets soumis, et pour monter, alors dans le principe on peut monter au-delà des 5 millions, mais sachant que l'aide est limitée à 50% de 5 millions, donc 2 millions et demi, c'est rarement le cas, notamment une fois que les dépenses éligibles, que l'assiette a été retravaillée, on est généralement à entre 2 et 5 millions.
Il n'y a pas de règle sur la composition des dépenses. Certains projets, en fonction des filières, vont avoir plus de personnel, d'autres plus de matériel, et c'est aussi un des avantages de cet appel. Merci à vous deux. Et on a une question sur sur les supports de présentation. Est-ce qu'on aura accès aux supports de présentation? Peut-être que je vais me permettre de répondre. Alors oui, donc déjà tout d'abord, apparemment, vous pouvez télécharger directement la présentation en passant sur les slides. Il y a un petit nuage qui vous permet de la télécharger directement depuis le webinaire, sachant qu'après vous recevrez également le replay de la présentation, donc a priori dans la journée ou plus tard demain. Donc voilà. Donc oui, vous aurez bien évidemment les supports de présentation. Et enfin, une autre question de Eric Pilas. Si plusieurs pôles sont impliqués, est-ce qu'un pôle joue un rôle de lead pour la coordination entre les pôles, pour l'analyse et l'accompagnement du dossier? Comment le choisir? Ça, c'est une question pour nous. Ouais, je pense que pareil, oui. On peut répondre. Ouais. Ouais, c'est plutôt pour nous, pôle de compétitivité. Je vais me permettre quelques éléments de réponse et si vous voulez compléter par la suite. Il n'existe plus de notion de pôle chef de file, comme on pouvait l'entendre dans des appels à projets comme le FUI par le passé. Donc, il y a toujours le projet, il a toujours, on va dire, une ou deux thématiques qui marquent bien les sujets qui vont être traités. Donc, c'est le sujet qui est prédominant qui va coordonner en quelque sorte la labellisation du projet. En général, on conseille les collabels quand on a des thématiques complémentaires. Il y a l'exemple de l'aéronautique, aéronautique numérique, je pense, qui a été donné tout à l'heure. On entend beaucoup, il y a beaucoup de projets autour de l'IA pour la santé. Donc, des thématiques comme ça où on est complémentaire, systématique avec Medicine. Et c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Donc là, le collabel est pertinent, on le conseille. On va pas le coordonner, on va dérouler avec le pôle partenaire le processus, on va tenir compte de l'avis qui sera donné, on le communiquera aussi à nos experts, mais vous aurez deux lettres de labellisation par les deux pôles qui ont sollicité le projet, qui ont vu le projet. Donc, on conseille en général de se limiter à 2-3 maximum labels. Au-delà de ça, ça fait parfois beaucoup. Et l'idée, c'est de choisir les pôles qui sont référents sur les thématiques prioritaires de votre projet. Merci et merci Soumaya pour cette précision. Donc voilà, je crois qu'on vient plus ou moins à bout des questions. Il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, de mon côté. Il semble qu'il n'y en ait pas d'autres. Je pense qu'on va pouvoir tout doucement conclure. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent après ce webinaire, de vous rapprocher de votre pôle référent, donc celui duquel vous êtes membre. Voilà, pour toute question, pour tout renseignement, pour qu'on vous conseille sur votre projet, pour qu'on labellise, donc voilà, tout ce qu'on a présenté aujourd'hui. Ou même s'il faut qu'on ait des questions qu'on puisse poser à Lucas ou à Magdalena, on peut également le faire. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre participation, très nombreuse aujourd'hui. Donc on espère voir des projets se monter à la suite de ce webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois. N'hésitez pas également à participer aux événements et aux animations de vos pôles, des pôles desquels vous êtes membre, voilà, pour rencontrer un petit peu tous les écosystèmes des différentes filières. Voilà, donc n'oubliez pas que vous pouvez télécharger les slides également avant de quitter. Et voilà, on vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup encore une fois. Merci à tous, bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Bonne journée à tous.